France Inter, franceinter.com. Je mourrai en cette ville et je n'en sortirai jamais. Ils me tueront, car je vois bien qu'ils n'ont d'autre remède que ma mort. Henri IV. « 2000 ans d'histoire. Le vendredi 14 mai 1610, à Paris, vers 4 heures de l'après-midi, Henri IV se rendait à l'Arsenal pour s'entretenir avec le surintendant de ses finances, le duc de Sully. Au moment où il arrivait au coin de la rue de la Ferronnerie, en face de l'auberge au cœur couronné percé d'une flèche, sa voiture fut bloquée par une charrette de foin, tandis que, surgissant de nulle part, un homme d'une trentaine d'années, François Ravaillac, sautait sur le rayon de la roue du carrosse, se penchait à l'intérieur et enfonçait à 2 reprises un couteau dans le corps d'Henri IV. Jamais l'assassinat d'un roi de France n'eut autant de conséquences, jamais non plus il n'a soulevé autant de questions. Ravaillac avait-il agi seul ou a-t-il été aidé par des complices? Et si oui, pourquoi? Tout ce que l'on sait, c'est que le roi, qui avait déjà échappé à une dizaine de complots, vivait dans la hantise d'un assassinat, s'apprêtait à faire la guerre à l'Espagne et apprenait, ce qui est peut-être la vraie cause de sa mort, que sa dernière conquête, Charlotte de Montmorency, était partie aux Pays-Bas, enlevée par son mari, le prince de Condé. Il y a des rumeurs, si. Des rumeurs d'attentat. J'ai échappé à 12 tentatives d'assassinat en 15 ans. Et 19, si l'on compte celles qui ont avorté à mon exécution. La 13e pourrait vous être fatale. Tu deviens superstitieux. Quoi d'autre? C'est Charlotte de Montmorency, sire. Eh bien quoi, Charlotte? Elle est sur le point de partir. Son mari, sire, le prince de Condé, veut soustraire sa femme à l'influence de votre majesté. Quoi? Ce cocu? Mais je l'ai payé pour qu'il épouse Charlotte. Pas pour qu'il l'enlève. Mais comment ose-t-il? Sire, le prince de Condé et sa femme s'apprêtent à quitter Paris cet après-midi à 4 heures. Pour où? Pays-Bas espagnol, sire. Charles-Dieu. Mon neveu, le premier prince de sang qui passe chez les Habsbourg. Juste au moment où je prépare la guerre contre sa famille. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour. Bonjour. Alors c'était en novembre 1609, la dernière passion amoureuse d'Henri IV, Charlotte de Montmorency, enlevée par son mari, le prince de Condé. C'est une histoire d'amour, la dernière histoire d'amour d'Henri IV, il y en a eu beaucoup, mais elle est selon vous à l'origine de son assassinat 6 mois plus tard. C'est en tout cas ce que vous expliquez dans un livre publié chez Perrin, L'assassinat d'Henri IV, et sous-titré Les mystères d'un crime. Car si on sait que c'est Ravaillac qui a tué Henri IV, on se demande encore s'il avait agi seul, et sinon, qui a armé son bras et pourquoi. Alors la réponse à ces questions que l'on se pose depuis 4 siècles, vous la donnez dans votre livre, mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on revienne sur le contexte qui explique peut-être la mort d'Henri IV. On l'a entendu, au moment avant d'être assassiné, il s'apprêtait à faire la guerre à l'Espagne et à l'Autriche. Oui, tout à fait. Alors, la France était en paix depuis le traité de Vervins de 1598, en paix avec l'Espagne, mais il y avait quand même des rivalités et des tensions très fortes entre les deux nations. Tout éclate en 1609 avec la mort d'un duc, le duc de Clèves et de Juliers, Jean-Guillaume le Simple. C'est un catholique, et vous savez que l'Empire à ce moment-là, donc l'Allemagne, est partagé entre des princes catholiques et des princes luthériens. La succession de ce duché de Clèves et de Juliers va mettre le feu aux poudres, ou risque de mettre le feu aux poudres à l'Europe. Jean-Guillaume le Simple était catholique, comme je le disais, et il y a des candidats qui sont les princes protestants, l'électeur de Brandebourg, le comte de Neubourg, qui sont donc les principaux candidats, soutenus par Henri IV. Et tout cela, l'empereur Rodolphe II va prononcer le séquestre des duchés, en attendant de rendre sa santé.
sentence, puisque au titre de sa fonction impériale, il peut se prononcer là-dessus. Donc, Henri IV arme plusieurs corps d'armée, d'abord pour se battre, un en Champagne, à Châlons, et un autre dans le Dauphiné, et un troisième en Navarre. Alors, guerre contre l'Autriche, guerre contre l'Espagne, qui est son allié, et aussi parce que il veut aussi peut-être récupérer cette fameuse Charlotte de Montmorency qui se trouve aux Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire dans l'actuelle Belgique, qui est placée sous l'autorité d'un gouverneur qui n'est autre que Albert de Habsbourg. Alors, cette guerre à des princes catholiques, avec le concours de princes protestants, puisque la France devait se battre avec des princes protestants, eh bien, évidemment, ça provoque la colère des catholiques fanatiques en France. Évidemment, ceux-ci, vous le rappelez, Jean-Christian Petit-Fils, n'ont jamais cru en la sincérité de la conversion de Henri IV au catholicisme, et puis surtout, ils le soupçonnent de vouloir rétablir le protestantisme en France. Ah oui, absolument. On craint même une nouvelle Saint-Barthélemy, mais une Saint-Barthélemy à l'envers, contre les catholiques. Donc cette affaire de Charlotte de Montmorency intervient dans un contexte très tendu, et autant le roi était favorable à une entente, un traité de paix permettant de régler rapidement l'affaire de Clèves et Julier, lorsque le prince de Condé, qui est donc son cousin, est parti avec sa jeune femme, elle a 15 ans, et Henri IV est tombé amoureux d'elle à 55 ans, c'est un amour sénile, elle est magnifique, on a cru que ce serait comme le prince de Condé serait un mari complaisant, mais il ne l'est pas du tout, et finalement il enlève sa femme et ils vont s'installer à Bruxelles, où, comme vous le dites, c'est donc dans les Pays-Bas catholiques, qui comprend non seulement l'actuelle Belgique en dehors de l'évêché de Liège, mais le Luxembourg et aussi également la Franche-Comté. C'est un apanage qui a été constitué par Philippe II au profit de sa fille Isabelle Claire-Eugénie et de son mari, l'archiduc Albert. Alors bref, c'est une guerre contre l'Espagne que prépare Henri IV pour toutes les raisons qu'on vient d'invoquer. La colère de certains catholiques fanatiques en France, et parmi eux alors justement ce Ravaillac, habitant à Angoulême, travaillé par une propagande catholique très hostile à Henri IV, qui appelle littéralement au meurtre, Jean-Christian Petit-Fils. Oui, alors Ravaillac, c'est un personnage très difficile à saisir. C'est quelqu'un qui est certainement présent des troubles psychologiques. Il se livre à des invocations diaboliques. Il a été formé, c'est indiscutable, il le dira dans le procès, par des sermons incendiaires contre les protestants. Il reproche à Henri IV de ne pas faire la guerre aux Huguenots, de ne pas vouloir détruire les protestants. Et il va se rendre à plusieurs reprises à Paris pour convaincre, pour parler au roi. Et naturellement, il ne parviendra pas à rentrer dans le cabinet du roi. Alors il prend la décision de le tuer, mais enfin il veut prendre ses précautions, et il se demande si au fond ce crime contre un roi est autorisé par l'Église. François Ravaillac. Il veut être éclairé sur la mise à mort d'un tyran, et si l'acte peut être justifié devant la loi divine. Genoux, mon fils, genoux. Mon père, peut-on légitimement se débarrasser d'un tyran sans risquer le courroux céleste? Le tyran qui a usurpé son trône en trahissant le serment du sacre, celui de protéger l'Église catholique, peut être tué par n'importe quel chrétien. Peut-il être éliminé dans son parcours injuste par un particulier? Les textes saints le disent ainsi, mon fils. Glorifions l'élu qui serait capable de l'éliminer. Et tout cela sans mettre en péril sa vie éternelle. Il en sera même sanctifié dans l'au-delà. Et oui, ce qui a poussé Ravaillac à passer à l'acte, tuer Henri IV, c'est, vous le dites, Jean-Christian Petit-Fils, c'est ce qu'on appelle la doctrine du tyrannicide, qui, malgré l'interdiction divine du meurtre, tu ne tueras point, eh bien, autoriserait celle de ce qu'on appelle un tyran, si tant est qu'Henri IV puisse être considéré comme tel. Alors c'était un grand débat chez les théologiens, aussi bien catholiques que protestants, que cette idée de peut-on tuer un tyran d'exercice,
ou un tyran, comme on disait, d'usurpation, c'est-à-dire celui qui prend le pouvoir ou celui qui, au cours de l'exercice de son pouvoir, devient un tyran. Il y a eu de grandes discussions au Moyen-Âge, Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, mais les choses se raidissent, se durcissent au XVIe siècle, du côté des protestants et également du côté des catholiques, où là on tend à considérer que ça peut être un acte naturel. Autant les grands théologiens Augustin ou saint Thomas d'Aquin étaient très réticents et très hostiles à cette idée, autant au XVIe siècle ça commence à devenir une théorie très répandue, et il y a un certain nombre, notamment des jésuites, mais pas seulement les jésuites, un nommé Mariana, qui a écrit un traité qui a été interdit en France, un autre Emmanuel de Sa, un autre jésuite, qui justifiait le tyrannicide. Alors c'est ce qui pousse Ravaillac à passer à l'acte. Il arrive à Paris le 18 avril, c'est-à-dire 26 jours avant d'assassiner Henri IV, car il attend, vous le dites, un moment opportun, c'est le couronnement de Marie de Médicis. Pourquoi avoir attendu si longtemps et ce moment-là avant de tuer Henri IV? Alors ça, c'est un des mystères qui entoure Ravaillac. Il a en effet déclaré lors de son procès qu'il ne voulait pas tuer le roi avant le couronnement de Marie de Médicis. Et le problème, c'est que le couronnement de Marie de Médicis a été décalé à plusieurs reprises. Il était prévu pour le 1er mai, il a été décalé au 6, puis du 6 au 10, et du 10 au 13, où il a eu lieu finalement le 13, Henri IV étant assassiné le lendemain. Est-ce que Ravaillac était arrivé avec l'idée en tête d'attendre ce couronnement? C'est pas une certitude, justement, et c'est là où, évidemment, on peut imaginer un certain nombre d'hypothèses de personnes qui auraient pu le convaincre à Paris d'attendre le couronnement de la reine. En tout cas, il a dit que pour la sûreté, pour la sécurité du royaume, il voulait attendre ce couronnement. C'est quand même assez extravagant. Il va commettre un crime abominable qui est le régicide, il va désorganiser le royaume, mais il dit j'attendais quand même le couronnement de la reine. Donc ça a l'air de dire... Une reine qui était hostile à l'expédition voilà, de la guerre contre l'Espagne, c'est peut-être pour ça qu'il a attendu, puisqu'elle allait devenir régente. Et qui était plutôt favorable à l'Espagne. Donc elle est couronnée Marie Médicis le 13 mai à Saint-Denis, et le lendemain, donc Henri IV se rendait à l'Arsenal pour y rencontrer Sully, lorsqu'à 16h, au moment où son carrosse allait s'engager dans la rue de la Ferronnerie, il était assassiné par Ravaillac. Que se passe-t-il? Nous sommes immobilisés devant l'auberge, au cœur couronné, percé d'une flèche. La rue va bientôt se débloquer, sire. C'est juste un charroi qui s'est renversé. Vous voyez, j'aurais dû faire envoyer la garde royale pour dégager cette rue. Dépêchez-vous. Pour la gloire de Dieu! Restez en vie! Sire! Sire! La force! Il va mourir! Ne le tuez pas! Il en va de votre vie! Emmenez-le à l'hôtel de Retz! Il a tué le roi! Vous, avec moi! Il a tué le roi! Le roi n'est pas mort! Il est blessé! Je cours à l'hôtel de ville. On l'ouvre, vite! Fermez les rideaux! Et c'était le 14 mai 1610, l'assassinat de Henri IV, donc poignardé par Ravaillac. La scène n'a duré que quelques secondes, mais elles sont très importantes, ces quelques secondes, Jean-Christian Petit-Fils, parce qu'il s'y passe des choses importantes, et notamment, pour comprendre la suite, et notamment le fait que Ravaillac, est évidemment pris sur le fait, mais il y a des gens qui se précipitent sur lui pour le tuer, et il est sauvé par le duc d'Épernon. Oui, Ravaillac est comme hébété. Après avoir donné 3 coups de couteau en direction du roi, les deux coups de couteau atteignent le roi finalement et touchent la veine cave et probablement la aorte. Henri IV meurt très vite après, il crache le sang. Et comme hébété, Ravaillac reste là planté avec son couteau. Aussitôt, on veut le saisir. Les gentilshommes et les soldats de la garde veulent se saisir de lui parce que le carrosse était escorté, une petite escorte, mais il y en avait quand même il y en avait une tout de même. Et c'est à ce moment-là que d'abord le duc d'Épernon, qui est l'un des compagnons du roi, ils sont 7 ou 8 à être montés dans le carrosse, s'écrie en direction de Pluvier de Saint-Michel, qui est l'un des officiers de la garde, surtout ne le tuez pas, il y va de votre vie, il faut absolument le laisser en vie. On se souvenait de ce qui s'était passé en 1589 quand le moine Jacques Clément avait été immédiatement tué après l'assassinat d'Henri III, et du coup on n'avait rien su de ses motivations. Donc c'était un cri du cœur peut-être d'Henri d'Épernon, ne le tuez pas, il faut surtout
le garder. Et puis brusquement, en effet, apparaissent dans la rue de la Ferronnerie un groupe assez organisé, semble-t-il, de 8 à 10 personnes à pied, de 2 à cheval, armés, qui veulent se précipiter, non pas pour porter secours au roi, ce qui est tout à fait étonnant, mais pour tuer l'assassin.